Selon une enquête, les médias sont parmi les institutions auxquelles les Français font le moins confiance. Et cela n'est pas nouveau. On mesure la confiance des Français dans les médias traditionnels depuis 1987. Dans ce baromètre publié tous les ans, le constat est souvent le même. Seule près d'une personne sur deux environ croit que les médias rapportent les événements comme ils se sont vraiment passés. En 1995, je crois que c'est un peu la première fois qu'on voit un grand mouvement social qui manifeste son désaccord avec le traitement qui en est donné dans les médias. À l'époque, c'était la réforme Juppé. Et ce que va retenir le mouvement social, c'est qu'il y a une tonalité des médias en faveur de la réforme et que ça ne correspond pas à ce qui est en train de se passer dans la rue. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. François Boulot, comment prenez-vous l'avertissement adressé par le ministre de l'Intérieur à ceux qui manifesteront demain ? Alors nous en sommes donc là dans notre pays. La liberté d'expression existe-t-elle encore aujourd'hui? Je rappelle que c'est une liberté fondamentale. Je crois que les propos du ministre de l'Intérieur sont tout à fait irresponsables. Quand je vais dans les manifestations, je ne mets pas de trucs presse ou je dis pas que je suis journaliste, parce que je pense que je me fais fracasser. Donc je sais pas si ça va se finir en guerre civile, en violence. Les journalistes qui se font taper, il y en a quand même de plus en plus. Des types qui sont des indépendants, qui mettent juste leur bandeau presse pour pas se faire fracasser par les CRS, qui se font fracasser par les manifestants. Puis s'ils ne le mettent pas, ils se font fracasser par les CRS parce qu'on les prend pour des manifestants. Enfin, donc, et même je le vois sur les réseaux sociaux, je suis particulièrement présent sur Twitter, c'est régulièrement soit des messages d'insultes, des menaces de mort, des journalopes, de ce genre de choses, alors que au contraire, moi j'essaye de déminer l'information. On se doit d'être impartial, c'est-à-dire qu'on se doit de donner la parole aux deux camps. Ça, c'est notre métier, ça fait partie de nos engagements. Si on fait pas ça, c'est qu'on a un parti pris, à ce moment-là, c'est pas bien. Maintenant, objectif, on peut pas être totalement objectif parce qu'on a nos sensibilités. C'est quand même un mythe, l'impartialité. Ça, c'est rien de le dire, chacun a son opinion là-dessus. Il y a des gens, quand ils disent c'est le journalisme est impartial et il y a des faits, non. Oui, il y a des faits, mais il y a un moment donné, on fait aussi de l'éducation. Après, on est tous des êtres humains, on a des consciences, on a des opinions, que ce soit politiques, religieuses, on a des goûts personnels. Donc forcément, ça prend le pas sur... ça prend une part, ça prend pas le pas, mais ça prend une part importante dans le travail de journaliste. Tout n'est pas 100% objectif. Et si tout était 100% objectif, notre métier servirait à quoi ? Quelqu'un qui est patron de presse aujourd'hui a énormément d'influence. Et donc, les politiques derrière, ou les grosses boîtes, les grosses entreprises peuvent très bien dire « Attention, faut pas trop que je l'emmerde, parce que derrière, lui, il a un truc qui titre à énormément de millions d'auditeurs, je ne sais quoi, ça peut me faire mal derrière. » Après, la presse libre, à partir du moment où elle est financée par des hommes d'affaires, il y a toujours effectivement une question qu'on peut se poser sur la liberté totale de la presse. Moi, je crois que les journalistes, en général, ont une éthique vraiment qui prend le pas sur tout. À partir de là, mais on a aussi des rédacteurs en chef. Même moi, ma toute petite échelle, moi, directrice, elle me dit ce mec-là, on aimerait bien l'avoir en client pour qu'ensuite il nous rachète de la pub. Bah, ça serait bien que tu ailles le voir, que tu fasses une interview, etc. Certains ne prennent pas le temps
d'aller vérifier les sources. Et des fois, certains se disent que ça vient de l'AFP, que ça vient de ça, et croient que telle source est tellement crédible qu'ils n'ont pas besoin de la vérifier. C'est pas vraiment l'AFP, moi, que... Autant, justement, en fait, ça se voit tellement. C'est tellement affiché sur leur site, il y a marqué qu'il y a 2 membres du gouvernement qui sont au sein du conseil d'administration, qu'en fait, c'est pas là où il faut faire attention. C'est dans les autres groupes qui n'affichent pas ça, en fait. Moi, quand je reçois les infos de l'ARS, l'Agence régionale de santé, puis que je lis sur BFM TV ou LCI que le Covid, il y a tant de morts, il y a tant de... Voilà, et que quand je vois que mon département de la Nièvre, où il y a eu 5 personnes en réanimation, en fait, on a vu dans tous les médias 100% de la capacité hospitalière. Bah oui, on a 5 places de réa, effectivement. Sur les 15 dernières années, 69 000 lits ont été fermés, soit l'équivalent d'une ville comme Bourges, avec sa périphérie. Comme vous l'aurez compris, nous n'arrivons pas pour l'instant à endiguer la pandémie de fermeture de lits. Maintenant, il ne suffit pas de sortir, parce que le Canard enchaîné sort des scoops toutes les semaines, en fait. Des bruits de couloir, des subventions qui sont attribuées alors que c'est faut pas les faire. Enfin, lisez le Canard enchaîné, toutes les semaines, il y a des scoops. Mais malheureusement, la politique, vous voyez, les Pandora Papers, c'est énorme, c'est des milliers de gens qui sont incriminés, ça représente 11 000 milliards de dollars de manque à gagner pour les gouvernements. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien, quoi. Elles servent aux hommes politiques en général. Je ne veux pas dire à certains, c'est aux hommes politiques en général. Elles servent à avoir un discours politique populiste. On utilise des chiffres et des fausses informations pour porter le propos. Et c'est là qu'est le problème, en fait. C'est que le propos est censé porter l'information, et pas le contraire. Le plus important, c'est comment on traite une information. Parce que là, le gros problème depuis 18 mois pour moi, selon moi, c'est pas les fake news qui traînent. Mon problème, c'est quand ils censurent. Ça, c'est pas une fake news. On veut pas la news. Si quelqu'un pense que la Terre est plate, c'est son problème. Mais là où on commence à utiliser les fake news pour des agendas politiques, comme on a vu par exemple aux États-Unis, en Russie et même en France, il y a quand même une frange des politiques qui bénéficient de cette fake news et qui même sont les premiers à diffuser des fake news. Donc c'est là où est le problème, en fait. Okay, just sit down, please. Il y a tellement de fake news sur les réseaux sociaux qu'il y a probablement des choses très vraies qui passent, et en fait on les voit pas. La question des fake news, c'est les questions que nous posent les gens qui disent que nous on fait des fake news à François. Sauf que du coup, comment est-ce qu'ils peuvent dire que c'est fake news? Ils peuvent le dire parce qu'ils nous attaquent en disant que c'est des fausses informations. Sauf que derrière, on en ressort avec des non-lieux, et on en ressort... Alors, il y a encore des procès qui sont en cours, mais on est sûr d'en sortir gagnant. Ce serait presque être complotiste, mais se dire qu'on va désinformer justement pour arriver à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a plus des gens on a des gens en face de nous dont le seul projet politique c'est de nous dire ça va mal, je vais faire mieux que tout le monde, ou je vais faire moins pire que tout le monde. À part arriver à ça, je vois pas l'intérêt en fait de la désinformation. Les journaux et même les chaînes de télé ont tout intérêt à lutter contre ça, parce que ça va être la fin de l'information, et c'est pour ça qu'il y a 50% des journalistes aujourd'hui qui ont quitté les médias. Aujourd'hui, le journalisme a quand même ce gros problème où t'as faim quand t'es journaliste. Parce que un journaliste, aujourd'hui, c'est un métier précaire. Et beaucoup de journalistes sont à devoir vraiment sortir beaucoup de sujets par jour, ont une grande pression de leur rédaction. Il y a de plus en plus d'enjeux économiques, en fait. Donc il y a plein de groupes qui sont en difficulté.
Et à la radio, on n'y échappe pas, on est obligé de se diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste se contenter de la radio, on est obligé de faire des articles sur Internet, on est obligé de faire des vidéos pour nos réseaux sociaux. Donc, ouais, le journalisme, il est plus sur le très superficiel et très peu de moyens pour faire le métier comme on voudrait le faire. Mais les chaînes d'information, de toute façon, ont vraiment porté préjudice en fait à l'information. Ça et les réseaux sociaux. Il y a plein de menaces, on est un peu responsable, hein, notamment la course à l'échalote, etc. Ça, c'est à cause de nous. Maintenant, il y a plein de menaces aussi de la part des politiques, du cercle économique. C'est inquiétant parce que justement, il y a le droit des affaires aussi. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, je crois. Il y a la loi sécurité globale où les journalistes, limite, ils peuvent se faire mettre en garde à vue s'ils couvrent une manifestation. Donc en fait, c'est tout ça qui nous fait énormément de mal. Mais par exemple, un gros groupe qui va sortir un scoop. Moi, je sais que Mediapart, leurs locaux avaient été perquisitionnés parce que justement, ils avaient sorti un truc. Et que ceux qui mettaient en cause, ils avaient réussi à faire dire à un juge « Ok, on va les perquisitionner ». Ça, c'est affreux, quoi. C'est horrible parce que la presse se doit d'être libre. Et non, moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'inquiète. Les gens ne se sentent pas assez représentés. Enfin, beaucoup trop de catégories de pensée ne se sentent pas assez représentés. Et en fait, on n'a plus besoin de catégories d'ouvriers, de catégories de je sais pas quoi. Il y a une crise de la représentativité. Il y a une très grande crise de la représentativité et je pense que c'est un échec démocratique aujourd'hui. Cette question se posait déjà lors de la crise des banlieues de 2005 et 2007. On reprochait alors à beaucoup de médias de caricaturer la réalité et de ne s'intéresser qu'aux voitures brûlées et non au fond du problème. Alors là, il y a beaucoup de parallèles parce qu'effectivement, on retrouve cette thématique vous nous traitez mal, vous avez de mauvais angles, vous nous caricaturez. Et on retrouve aussi cette manière de particulièrement cibler les télévisions. Il y a aussi cette question de quelle est l'image que vous projetez de nous, dans quelle mesure le traitement médiatique qui est fait de notre problème participe du problème, quoi. Ça va être le retour du ministère de l'Information comme sous Charles de Gaulle, sauf que Charles de Gaulle, à mon avis, était plus démocrate qu'Emmanuel Macron. Mais c'est terrible parce que je pense que les gens vont se détacher. En fait, ils se détachent de tout. Ils vont se détacher, ils vont critiquer les médias. Alors comme vous le voyez, il y a du monde. Là ça va être difficile de vous faire voir, mais on est à peu près 1 millier. C'est les vrais chiffres. Donc je ne mens pas, quand on est à 200 ou 300 je le dis, quand on est à 15-20 je le dis. Mais voilà, là on est un bon millier devant. Et pour le coup, les journalistes de France TV ne peuvent pas l'ignorer. Ils voient bien qu'on est là. On est dans une espèce d'anarchie en fait au niveau de l'info, on ne sait plus. Moi j'ai 46 ans, je me dis que si je pouvais demain ne vivre que de la littérature, je lèverais peut-être un peu le pied sur la presse quand même.